Alors, vous devriez voir Voyager et agir. J'ai un de ma gang qui me fait un pouce là, pour me dire si c'est bien ce que vous voyez. Parfait. Alors, écoutez, je vous fais un petit historique de Caravanier. Caravanier existe depuis 1998, donc ça fait 88-22. Ça va faire 25 ans l'année prochaine. On est une équipe en temps normal, évidemment. On va faire croire que c'est un temps normal présentement, puis il y a de l'espoir depuis hier quand même. Donc, normalement une dizaine de personnes au bureau, 10 à 15 guides à l'international. On ajoute aussi le Québec depuis 2 ans. Alors, j'aime bien dire que c'est une petite équipe, assez petite pour qu'évidemment tout le monde se connaît bien et personne n'est très loin du terrain. Donc, avec quelqu'un qui les guide sont excellentes quand vous appelez au bureau. Sinon, vous n'êtes jamais très loin de quelqu'un qui a fait. Alors, on n'est pas dans une grande hiérarchie, mais l'équipe est quand même assez grande pour qu'on ait les moyens de nos ambitions et donc de pouvoir faire des repérages, avoir des flottes de kayak, notamment au Groenland et en Crète. Donc, pouvoir vous offrir des voyages un petit peu plus audacieux parfois. Des choses, vous avez vu, peut-être, vous avez remarqué que Caravanier, c'est voyager et agir, et il n'y en a pas un qui est écrit plus gros que l'autre, parce que je pense qu'on a toujours fait attention sur la façon dont on voyageait, mais maintenant, plus que jamais, c'est important de bien le faire et on ne se contente pas de mettre un petit lien qui suggère que si vous voulez compenser pour le carbone, rendez-vous sur un site Internet, mettez votre carte de crédit. Non, ce n'est pas notre façon de faire. Si on pense qu'il faut faire quelque chose, ben, on le fait, point à la ligne. Donc, depuis 2008, on a intégré la compensation complète, donc ça fait maintenant 14 ans, des émissions carbone qui sont en grande partie dans nos voyages, vu qu'on marche, fait par le vol. Donc, 95 des dommages environnementaux que les gens font en voyageant sont complètement compensés. Et puis, on ne parle pas de montants négligeables. On parle, par exemple, pour le Népal, de plus de 125 $ maintenant. Alors, c'est inclus au voyage. Ce à quoi on ajoute un autre 1 pour la planète et on redonne donc 1 de notre chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, au bout de l'année, on redonne environ 2,5 de notre chiffre d'affaires pour des œuvres environnementales en grande partie. Ce qui n'exclut pas de faire des choses intelligentes avec les gens, parce qu'il n'y a pas que planter des arbres qui est une bonne idée, mais on a notamment construit une école au Népal. Vous voyez la petite école ici en haut. Et on a construit aussi un centre communautaire suite au tremblement de terre au Népal en 2015. Oui, on a un lien particulier avec le Népal. Si vous assistez à la conférence, vous comprendrez, mais pas qu'au Népal. Vous allez aussi recevoir un lien après la conférence où on vous demande d'aider nos équipes locales. Depuis maintenant 2 ans, ben, on a fait ce qu'on pouvait en laissant de l'argent. Pour nous aussi, c'est extrêmement difficile, mais c'est encore plus difficile pour les gens dans plusieurs pays qui n'ont pas de filet social. Donc, on a autour de 25 000 de ramasser. Il reste un petit 5 000. Un petit effort, puis on va l'atteindre. Ça nous permet de laisser quelques centaines de dollars à plusieurs personnes à travers le monde pour qui c'est important et on espère bien pouvoir y retourner très, très bientôt. On vous parle ce soir, on est 4, je vous les présenterai un par un tout à l'heure, les conférenciers, mais on est 4 à vous parler des voyages en Europe. Est-ce que les voyages en Europe sont nécessairement la Dolce Vita façon Caravanier? Oui et non. C'est-à-dire que dans les circuits dont on va vous parler ce soir, il n'y a pas de camping. On pourrait bien sûr faire du camping en Europe, mais ceux dont on vous parle ce soir, il y a un des voyages qui pourrait peut-être être un peu plus difficilement un Dolce Vita parce que le pays n'est pas à, je vous dirais, un degré de confort encore, c'est le Monténégro. Mais les autres voyages sont tous des voyages quand même extrêmement confortables. Le Monténégro n'est pas si mal non plus, mais je prendrai le temps de vous expliquer un peu plus pourquoi. Donc, Dolce Vita, c'est pas de campement.
Des auberges qui sont charmantes, ce qui est beaucoup plus intéressant que luxueuses, parce qu'il y a ce côté-là des gens qu'on croise là-bas, des bergeries, de la petite auberge perdue dans le village. Et c'est pas toujours, des fois, c'est même des dortoirs. Des fois, on est 4-5 à un endroit. Des fois, il y a des refuges de montagne. Mais on n'est pas en camping. On mange toujours bien. On est en Europe. Et puis, qu'est-ce que je vous dirais bien de la Dolce Vita? Il faut pas associer Dolce Vita à trek, à randonnée facile. On a des très bonnes journées des fois dans le diaporama, dans les différentes destinations dont on vous parle ce soir. On pourra faire ressortir certaines journées qui sont plus grandes, plus de dénivelé et tout. Mais dites-vous que vous avez des bonnes chances de prendre une douche le soir. Et puis, bon, c'est ce que je vous parlais, effort confort. Sur notre site Internet, vous avez les deux chiffres, l'effort et le confort. Bon, on est souvent Dolce Vita à confort 1, puis l'effort, on est entre 2 et 3. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des journées quand même, comme je vous disais, très exigeantes. J'ai juste mis des petits points ici sur les endroits dont on va vous parler ce soir. Alors, on va vous parler des Pays basques, de l'Andalousie, des Canaries, de la Grèce, de la Crète et du Monténégro. Mais je ne vous mets pas un horaire de la conférence. Comme ça, si vous êtes intéressé à une destination plus que les autres, ben, vous n'avez pas le choix de rester toute la soirée, vu que je ne vous donne pas l'ordre. Et puis, comme ça, ben, vous allez apprendre sur d'autres destinations, puis des fois, il y a des choses très surprenantes. Donc, je me lance sur la première destination. Et là, ben, vous ne pouvez pas me répondre, mais si je vous demandais où c'est, où est cet endroit, ben, je vous dirais, en fait, moi, j'ai été très surpris parce que j'arrivais de guider une autre destination, puis quelque chose avait été annulé. Et puis, j'ai dit, tiens, on va aller. Ça faisait quand même quelques années que je pensais aller à cet endroit. Donc, j'ai pris l'avion, je suis allé, j'ai loué un auto et on m'a suggéré, étant donné les endroits du pays, de prendre un 4 roues motrices. J'étais au mois de mai, fin mai, puis je me disais, je vais être là fin mai, début juin. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un 4x4? Puis on m'a dit, dans les montagnes et tout. Donc, fait que je les ai écoutés et heureusement que je les ai écoutés. Alors, j'ai découvert un pays franchement surprenant. Je me prépare toujours pour, évidemment, les repérages, mais cette fois-ci, je ne m'étais pas vraiment préparé parce que, un peu quand même, mais pas de la même façon parce que je ne pensais pas y aller. Et donc, la façon dont ça s'est passé, c'est que j'avais prévu rester 3 semaines. Et puis, au bout de 2 semaines, j'ai reporté mon billet d'un autre 3 semaines. Donc, je suis resté à peu près 6 semaines dans le pays parce que j'ai vu des choses formidables. Comme il y avait, comme vous avez vu, encore beaucoup de neige, bien, il y avait des randonnées que je ne pouvais pas faire. Alors, je suis retourné. C'est un voyage, le repérage a été fait en 2019, au printemps 2019. On avait déjà des groupes complets pour l'automne 2019 et même l'été 2020. Vous devinez que ça a tout été remis, si bien que le voyage n'a pas été fait encore. Et donc, là, on a un groupe complet déjà, là, des gens qui ont remis pour juin, mais on a des dates en septembre. Donc, je vous montre quelques photos que j'ai prises en repérage pour vous donner une idée de l'ambiance du pays. Je vous disais que c'est un pays très, très, très surprenant parce que c'est la fin des Alpes. On appelle ça les Alpes dinariques. Donc, on est dans les Balkans. On est près de la Croatie, que vous connaissez bien, entre la Croatie et l'Albanie essentiellement. Il y a une partie du pays qui est sur le bord de la mer, mais la portion qui nous intéresse plus, mais on va aller sur le bord de la mer à la fin, c'est évidemment les montagnes. Donc, on va parcourir quelques parcs. C'est un tout petit pays qui pourrait franchement être un parc au complet. Et donc, on est dans des endroits franchement très reculés, très petites routes. Et je vous disais que on ne peut pas le classer comme Dolce Vita parce que c'est encore très rustique. Vous allez voir des petits hébergements tout à l'heure, mais on est vraiment dans aller au fin fond, rejoindre ces villages-là, dormir, je ne vous dirais pas chez l'habitant, mais le seul petite auberge, et ça n'en est pas une, soit dit en passant, ce n'est pas une auberge, mais bon, c'est les marches qu'on peut faire. Surtout au début, là, je veux qu'on se promène dans les petits villages, donc on va se promener un peu comme ça dans les champs. Et tranquillement, on va rentrer de plus en plus dans les montagnes. C'est une photo du parc du Durmitor.
qui est comme le parc le plus touristique du pays. Et puis, je disais qu'il y avait un gros centre de ski où tous les gens allaient faire du ski. Et je l'ai vu, c'est un chairlift, 2 places. Alors, c'est ça le gros centre de ski du pays. Fait que moi, je m'attendais, je me suis dit, là-bas, je ne sais pas si je vais aller marcher dans ce coin-là. Quand je suis passé en dessous, je me suis dit, ben, peut-être que je me suis mal repéré parce que ça ne doit pas être ça, le centre de ski. Et finalement, on a dit, non, 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 c'est ça le centre de ski. Les gens viennent de tout le pays pour faire du ski. Alors, je n'ai pas beaucoup de photos avec les gens parce que, vous voyez, c'est moi ici. Donc, j'ai mis l'appareil dans l'arbre, j'ai couru pour faire une photo, mais bon. Les petits villages, il y a une espèce d'ambiance aussi slave dans ce coin-là. Les gens sont quand même, c'est beaucoup des paysans. Hein. L'économie principale, c'est très, très rural. Il commence à y avoir un peu de tourisme, mais surtout sur le bord de la mer, mais très peu en montagne. Souvent, le genre d'hébergement vont être des petites maisonnettes comme ça, qui même en plein été, on a des fois besoin de les chauffer. Vous voyez ici les montagnes où on va aller, par exemple, faire le tour, mais il y a même une de ces montagnes-là qu'on peut grimper par l'arrière, qui est un sentier beaucoup plus facile que par le devant comme ça, mais ça va nous donner des magnifiques points de vue. Donc, ici, là, pour nous situer, les montagnes sont en Albanie de l'autre côté. Fait que nous, on fait le tour du massif. Alors, moi, je suis parti me promener. Je me suis perdu à plusieurs reprises parce que les sentiers sont très mal indiqués. Mais ça, c'est bien le fun dans des pays comme ça. Particulièrement en Europe, où en général, c'est bien indiqué les sentiers. Pas du tout à cet endroit-là. Et donc, ben, dites-vous que quand si vous vous inscrivez pour le mois de septembre, ben, on l'aura fait déjà avec un groupe en juin, mais il faut y retourner. On va y retourner avec 2 guides 3 semaines avant pour refaire le circuit au complet parce que là, ça fait 2 ans et demi que je l'ai fait, alors je ne me souviens pas de tous les endroits. Alors, comme je vous dis, j'étais au mois de mai, il faisait particulièrement mauvais cette année-là. Le voyage, ben, il fait mauvais, mais au mois de mai, c'est encore pas si évident que ça. Donc, c'est pour ça que le voyage a lieu au mois de juin et au mois de septembre. La portion la plus hallucinante, c'est les Proclétillés. Donc, on est vraiment à la frontière de l'Albanie. Et à cet endroit-là, j'avais l'impression d'être dans Patagonie par endroits. Donc, encore, il y a des glaciers. Évidemment, il peut y avoir de la neige. Les sentiers qu'on va prendre ne sont pas nécessairement difficiles. Des fois, ils peuvent être un peu impressionnants parce qu'il y a cette crête-là. Là, je suis avec Essad, que j'ai un guide, appelons ça un guide, là, mais c'est quelqu'un qui connaît bien les montagnes. Il n'y a pas vraiment de guide dans ce pays-là, mais quelqu'un que j'ai rencontré là-bas qui connaissait vraiment très bien les montagnes, avec qui j'ai passé quelques jours, puis qui m'a amené marcher. Donc, il va être avec nous pendant le voyage. Il était très content. On y a parlé il n'y a pas longtemps de savoir qu'on allait effectivement avoir un voyage. N'est-ce pas, Ophélie? Tu sais qu'on s'en va faire un voyage avec lui? OK. Ophélie, c'est celle qui s'occupe du au niveau hébergement, là, il y en a que c'est WhatsApp, il y en a que c'est Facebook, il y en a que c'est email. On est dans un autre monde. Le voyage se termine, un voyage de 2 semaines, par le côté plus glamour de la Méditerranée. On est dans le seul fjord, en fait, d'Europe. On est peut-être, pour vous donner une idée, à peu près à 2 heures de route de Dubrovnik, qui est une ville magnifique en Croatie, mais qui est envahie de tourisme, de paquebots et tout. Il y a une petite ville qui lui ressemble. Des fois, on l'appelle la petite Dubrovnik, qui a quand même des touristes, mais il y en a moins. C'est la ville de Kotor. Magnifique, de voyage à cet endroit-là. Une journée et demie, du temps libre et tout. Les petites, évidemment, tout ce qu'on voit tout ce qu'on aime du charme de ces vieilles villes d'Europe-là. Donc, voilà pour moi, mais en résumé, pas pour moi, je vais revenir un petit peu plus tard, mais le Monténégro, sérieusement, c'est un pays extrêmement… en fait, c'est probablement la perle cachée de l'Europe présentement. C'est certain que d'ici 5 ans, ça va se développer parce qu'ils ont un potentiel incroyable. Je disais ça en 2019, c'est sûr que depuis 2 ans, ça ne s'est pas développé beaucoup. Donc, oui, il y a un intérêt à y aller dans les 2-3 prochaines années. Ça va être encore intéressant dans 10 ans, je suis certain, mais il y a un petit charme à y aller rapidement.
Donc, départ en septembre, c'est sur notre site Internet. Voilà. J'arrête le partage de mon écran. Je vais passer la parole à Julie qui va nous parler d'un autre endroit. Moi, je fais juste vous présenter Julie. Julie vous allez entendre à son accent qu'elle vient d'un autre pays. Et puis, elle est chez nous depuis très longtemps. Elle est au Colorado présentement parce que c'est ça, on vous parle de partout dans le monde, de partout dans le monde. Et puis, ben, je la laisse, mais Julie, elle guide plein de choses, notamment les circuits dont elle va vous parler. Ben, je te laisse la parole, Julie. Il faut que tu ouvres ton Hop, micro. voilà. Mais bonsoir, merci Richard. Donc moi, là, ce soir, je vous amène près d'une porte bleue. Donc il faut s'imaginer, ça fait 2 heures que vous roulez, les routes se rétrécissent, puis vous êtes en montagne, vous passez à flanc de montagne et vous voyez quelques villages tout blancs. Et au bout de la route, vraiment au bout de la route, le véhicule ne peut plus passer parce que vous arrivez dans un village tellement petit, il y a une 50aine d'habitants, que les ruelles sont trop étroites. Il faut se garer à côté de l'église et continuer à pied jusqu'à la Porte Bleue. La Porte Bleue, c'est le début de notre voyage en Andalousie. En Andalousie, dans la Sierra Nevada, donc dans le coin de Grenade. Je vous ai mis ça sur une carte. On est vraiment au sud de l'Espagne, on est vraiment face au Maroc, qui est de l'autre côté de Gibraltar, qui est ici, donc de la Méditerranée. On arrive à Malaga, puis on va aller s'amuser dans les montagnes ici qui ne sont pas nommées sur cette carte. C'est donc la fameuse Sierra Nevada, et on va aller à Grenade. Je vous parle un tout petit peu de Grenade. Vous avez peut-être entendu parler de Grenade. C'est une très jolie ville espagnole typique, très agréable pour aller manger des tapas, pour aller voir un spectacle de flamenco, et extrêmement connue pour l'Alhambra. L'Alhambra, c'est donc un ensemble de palais construits durant la période de petits palais. C'est un ensemble de petits palais, comme on le voit là, construits essentiellement durant la période où la région était occupée par les musulmans. Donc, on parle du 8e siècle jusqu'au 15e siècle quand même, et aussi de monuments de la Reconquête, qui était donc à partir du 15e siècle. Donc, on va visiter, bien sûr, cette Alhambra-là. Et là, sur la photo, ce que vous voyez derrière l'Alhambra, donc c'est la photo qui est prise depuis la ville, on voit l'Alhambra en face, c'est donc la Sierra Nevada, derrière les montagnes enneigées. C'est là qu'on va marcher de village en village pendant 9 jours consécutifs. Le voyage en lui-même fait 2 semaines. Et là, donc, on passe 9 jours dans les montagnes. Et c'est 9 jours où on oublie complètement ce que c'est que la motorisation. On arrête, on ne prend pas de véhicule en fait pendant 9 jours, on fait tout à pied. Voilà. Donc, je vous disais, les petits villages blancs. Donc, toute la région, en fait, a été habitée, a été construite même avant l'époque des Maures. Les Maures, M-A-U-R-E-S, donc les Arabes et les Berbères de l'époque qui avaient conquis la péninsule ibérique. Et l'architecture est encore typique de l'époque et très typique de la région. Les petites cheminées blanches, parce qu'on est en montagne, les hivers sont froids, et des murs blancs, tous les villages sont blancs. Ce qui est très intéressant, c'est que les villages sont reliés entre eux par des chemins, comme à l'époque, et sont entourés de vergers et de potagers. Donc, la montagne est vraiment habitée, puis c'est quelque chose de très intéressant. C'était un voyage plutôt accessible, c'est sûr. On l'a coté niveau 2 chez Caravanier. C'est sûr que certaines journées, c'est clairement plus exigeant que ça pourrait être un niveau 3, mais comme au final, on se repose bien, à la fin de la journée, puis le lendemain matin, on se dit, bon, ouais, je suis encore capable d'en prendre et on repart marcher. Les sentiers sont très bons parce qu'ils sont utilisés depuis des siècles et des siècles. Puis quand je vous disais qu'on se repose bien, c'est parce que là aussi, on est, donc là je suis en plein déjeuner, on est dans ce concept de Dolce Vita dont parlait Richard. Donc c'est des petits hébergements très charmants. La Porte Bleue dont je vous parlais tout à l'heure, c'est
l'entrée de notre premier hébergement, chez un monsieur qui s'appelle Sepp. On y passe 3 nuits. On passe 2 à 3 nuits par hébergement systématiquement, ce qui fait qu'on a le temps de se poser et ensuite on va rayonner à pied. Ça nous permet aussi de pouvoir sauter certaines journées. On mange très bien. Là, chez Sepp, le matin, on attend que le soleil soit passé de l'autre côté, soit passé au-dessus des montagnes, en fait, pour éclairer la terrasse. Et on va prendre un des meilleurs déjeuners, ou peut-être le meilleur déjeuner de toute l'Espagne, carrément, donc sur la terrasse au soleil. Le soir, on mange en restaurant, puis la journée, comme la plupart des voyages, on prend des pique-niques dans le sac à dos, c'est des produits frais de la région, du jambon, du fromage, des tomates, des salades. On se régale, on pose le pique-nique là où on veut, là où ça nous chante. Donc voilà. Pourquoi j'aime particulièrement guider ce voyage-là? Alors vous allez trouver ça bizarre de voir un cheval qui me fait penser à ça. C'est parce que là, vous le voyez, ce cheval il est chargé. La région est encore utilise en fait la montagne pour aller faire paître les vaches, pour aller cultiver, et donc ils font tout à pied en fait, enfin pas tout, on s'entend, mais beaucoup de choses se passent encore à pied. Donc les bergers, quand ils vont dans leur bergerie d'alpage, ils y vont à cheval. Quand ils vont couper le bois pour l'hiver, parce que l'hiver il fait froid, et puis ils ont tous des cheminées dans les villages, ils y vont à cheval. J'ai vu la tronçonneuse chargée sur le cheval, et moi je trouve ça merveilleux en fait de voir encore toute l'utilisation de cette montagne mélangée à une nature qui est magnifique. Je vous montre un petit peu des exemples. On voit là-bas au fond le moule à Seine, je vous en parle tout à l'heure. Et puis donc toutes les traditions qui sont encore très vivantes. Quelques exemples des belles randonnées. Sur 9 jours, on fait des belles randonnées. On va marcher entre 4 et 7 heures par jour. Des dénivelés, il y a des journées où on va faire juste 500 mètres de dénivelé, des journées 800, des journées 1200. Si vous voulez en faire plus, on peut s'en parler. Et si vous voulez en faire moins, on s'en parle aussi. C'est tout à fait possible de le prendre un peu cool et de sauter certaines journées. Voilà. Je vous disais, on passe de village en village, on passe à travers les vergers, les potagers. Et on va aussi monter un petit peu plus haut. Donc, juste au-dessus des villages, il y a une zone qui est protégée, c'est le parc national de la Sierra Nevada. Sierra Nevada en espagnol, Sierra, c'est chaîne de montagne, Nevada, c'est enneigé. Comme ce qu'on voit ici, en fait, donc, ce sont des crêtes et des sommets qui dépassent les 3000 mètres, qui vont atteindre jusqu'à 3500 mètres. C'est le fameux moule à Seine dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le point le plus haut de la péninsule ibérique. Ce n'est pas le plus haut de l'Espagne, parce que ça, c'est le Teide. François-Xavier vous en parlera tout à l'heure. Mais le moule à Seine, c'est le plus haut. C'est même plus haut que les sommets dans les Pyrénées. Et donc, ça fait partie de nos objectifs de la randonnée. On va dormir en refuge pour cela, puis aller faire le moule à Seine. Ce n'est pas la journée la plus difficile. Pour moi, il y a d'autres journées où, si on fait toutes les variantes longues, là, ça devient assez plus long. Finalement, le moule à Seine, c'est juste 1000 mètres de dénivelé, puis en 5 heures, c'est fait. On a des journées qui sont un peu plus exigeantes, mais à coup sûr, c'est très beau. Puis du refuge, le soir, on voit parfois les lumières de l'Afrique, ce qui est assez intéressant. Puis on y va à 2 périodes. Au printemps, tout est en fleurs, comme ici. Donc les vergers, il y a beaucoup d'amandiers, beaucoup de noyers, des abricotiers, etc., des figuiers. Donc ça, c'est au printemps, ils sont tous en fleurs. Et on y va à l'automne. Et là, on mange les fruits, donc des figues, des châtaignes, les tomates aussi qui ont poussé tout l'été et qui poussent encore, qu'on récolte encore en fait à l'automne. Et une petite aparté, juste pour vous dire que ce voyage donc, de 2 semaines en version guidée, il existe aussi en version liberté. La version liberté, c'est vous qui montez votre groupe à partir de 2 personnes, donc vous pouvez partir avec votre conjoint, avec des amis. Il n'y a pas vraiment de limite maximum, il faut juste que vous entendiez bien. Vous choisissez de vos dates. Nous, on s'occupe de tout, on réserve, on fait toutes les réservations, on vous transporte les bagages et on vous remet une carte qui est tracée, des points GPS et une sorte de topo guide, donc un petit carnet où il y a écrit au 3e arbre, vous tournez à droite, on vous conseille de faire vos courses dans telle petite épicerie. N'oubliez pas de vérifier la météo pour demain et voici nos suggestions de visites et de restaurants. Donc, vous partez tout seul, mais bien accompagné. Donc, c'est pour des randonneurs habitués à la randonnée.
Et c'est tout pour moi pour ce soir. Si vous avez des questions, posez-les dans le QR. Puis on y répondra. Pas tout pour ce soir, Julie. Non, pas pour ce soir, pour l'Andalousie. Oui, Voilà. oui, oui. Et voilà. Et donc là, on y va. On va y aller en mai, puis en fin septembre cette année. Je prends au rebond avant de passer la parole à Ophélie. Julie vous a dit qu'on restait deux nuits à chaque endroit. Ce n'est pas une règle absolue pour nos voyages Dolce Vita, mais assez souvent, c'est le cas. C'est le cas au Monténégro, pareil, par exemple, parce que ça nous permet, on arrive avec nos bagages, puis on sait que on va être là 2 nuits, voire 3 nuits certaines fois. Et ça permet aussi, si quelqu'un est fatigué, de se reposer. Ça arrive très rarement dans les faits que les gens ratent une randonnée parce que c'est trop beau. Donc, voilà. Puis aussi, de ne pas trop se déplacer. C'est une des caractéristiques. On peut le faire en Andalousie, en Crète, par exemple. Monténégro, on va avoir besoin de certains déplacements, dans d'autres circuits un peu, mais on les minimise. Donc, vous ne passez vraiment pas beaucoup de temps dans des transports. Et puis, j'ai oublié de me présenter. Richard, je suis le fondateur de Caravani aussi. Donc, depuis 1998, et puis j'ai été obligé de faire beaucoup des repérages, des voyages qu'on vous présente ce soir. Fait que le Monténégro, c'est super beau. L'Andalousie aussi, j'étais parti pour faire un circuit en vélo, et un circuit, parce qu'on faisait du vélo à l'époque, mais un circuit en kayak, et finalement, ça ne valait pas la peine d'aller en kayak et tout. Mais au marché, c'était fantastique. Donc, on est revenu avec un circuit de randonnée. Ça fait quand même 7-8 ans qu'on fait ça et ça fonctionne très bien. Puis les gens sont très heureux. Ophélie va nous parler d'un autre endroit. Alors, je ne sais pas si le petit quiz, t'as quelque chose, FX, tu veux dire? Il y avait une question pour Julie juste avant d'enchaîner. Donc, on nous dit si le voyage en Andalousie en liberté a le même nombre de jours, est-ce que c'est le même itinéraire? Et puis, à partir de quel âge c'est possible de le faire? Alors, c'est un peu moins de 2 semaines, c'est une sorte de 12 jours. On a enlevé les randonnées où c'était certain que les gens allaient se perdre sans un vrai guide en personne, parce qu'on ne suit pas forcément les chemins les plus évidents, ou en tout cas les plus connus. On aime bien aller voir, on a pris des variantes qu'on trouve plus intéressantes et plus belles. Et c'est l'avantage d'avoir un guide. Mais en liberté, on a enlevé ces journées-là. Donc, c'est un petit peu moins que 2 semaines. Ça vous laisse le temps de rajouter des jours ailleurs. À partir de 16 ans, si c'est quelqu'un qui sait marcher, oui, pas de problème du tout. Ouais. Je n'ai pas vu la question, mais c'est quoi? C'est à partir de 16 ans, c'est ça? Est-ce qu'il allait à partir de 16 ans? Ah oui, oui. Mais c'est possible de se joindre à un groupe aussi, là, hein? À partir de 16 ans, là, c'est pas un problème non plus. C'est bien plus le fun en groupe. Ophélie, Ophélie a eu sa 3e dose de vaccin hier. Fait que là, ce soir, elle est un petit peu. Ça se peut que les phrases ne soient pas toutes cohérentes. Ça se peut qu'il manque un complément de temps en temps et tout. Fait qu'on lui pardonne. D'autant que c'est pas un voyage qu'on fait depuis très longtemps. Mais je ne vous dis pas c'est lequel. Donc, mais Ophélie s'occupe du Maroc, notamment chez nous, du Kilimandjaro et de ces circuits-là, Monténégro, quelques-uns en Europe, la Crète. Fait que... Donc, Ophélie, c'est à toi. Merci Richard, allô tout le monde. Alors, donc partage d'écran, ça ne sera pas long. J'arrive. Ok. Donc ce soir, moi je vous parle de la Grèce, puis de la Grèce, notre tout nouveau voyage en Grèce, qu'on vient il y a quelques jours de officiellement sortir sur le site. Alors Richard nous avait donné une petite mission à la base de présenter, de commencer en tout cas la présentation un peu différemment, puis de trouver une photo, d'essayer de parler un peu de pourquoi on a décidé de proposer cet itinéraire. Et j'ai longuement hésité, je me suis dit, est-ce que j'aurais très bien pu mettre une photo très spectaculaire des météores qu'on visite dans ce voyage, mais j'ai choisi ce pont parce que c'est définitivement ce qui m'a attirée. Pour faire une petite remise en situation, j'ai vraiment un attachement particulier par la Grèce. Ma sœur vit à Athènes depuis une 15aine d'années. Et donc, j'ai eu la chance d'y voyager beaucoup. Mais en tout cas,
j'ai beaucoup plus voyagé dans le sud de la Grèce, en fait, Péloponnèse, les îles, etc. Et donc, je connais très, très peu le nord de la Grèce. Alors, quand est venue l'idée de faire un nouveau voyage en Grèce, j'étais très enthousiaste à l'idée de découvrir une nouvelle région que je connaissais peu. Et donc, en faisant mes recherches pour essayer de voir, de trouver un nouvel endroit, je suis tombée sur un pont, les fameux ponts en pierre qu'on retrouve donc, dans la région des Agorias. Et personnellement, moi, j'adore les ponts quand je voyage. Je trouve ça très esthétique, puis j'aime ça, regarder l'architecture, etc. Puis bref, quand j'ai vu ces ponts-là en forme d'arche, puis tout en pierre, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et donc, c'est parti de là, en fait. C'est parti d'un pont. Puis en cherchant un petit peu plus sur la région, j'ai trouvé ça absolument génial parce que j'ai découvert que ces ponts-là, en fait, sont d'origine byzantine, turque, et que jusque dans les années 50, les sentiers des Agorias, puis ces fameux ponts, en fait, étaient les seuls moyens de communication entre les différents villages. C'était les seuls moyens de connexion là, entre eux. Et donc, en fait, c'est assez récent, seulement après les années 50, qu'il y a des belles routes là, qui se sont construites autour. Mais donc il y avait ce petit côté historique que j'aimais beaucoup aussi, puis justement qui permettait d'offrir un voyage à pied un peu dans le même esprit que ce soit en Andalousie, en Crète dont on va vous parler, où vraiment on voyage, on marche de village en village en limitant au maximum les transports, parce que encore une fois, dans ce voyage, là, dans notre trek dans les Agorias, on prend aucun transport, on se déplace vraiment de village en village à pied. Alors c'est ça l'introduction. Donc, Grèce, au-delà des montagnes, notre tout nouveau voyage. Rapidement, je vous présente Alice, donc, qui est notre guide local. En fait, Alice est belge, mais elle vit en Crète depuis une dizaine d'années. Elle parle couramment le grec, puis c'est vraiment notre contact à destination. C'est elle aussi qui nous a beaucoup aidés sur place à faire le repérage, là, entre autres, puis à nous aider à l'organiser. Et ce sera juste celle qui va guider aussi le premier départ qui est prévu donc en juin prochain. Hop, ma petite carte. Donc là, pour vous situer rapidement, où en fait le voyage va vraiment être en trois étapes. Donc on va arriver à Athènes pour ensuite prendre un petit transfert terrestre qui va nous emmener vers le nord, direction les météores, pour de nuit. Ensuite, on va aller donc, dans le massif de Penne, justement pour la portion du trek dans les Agorias, où là, on va y passer 7 jours. Et on va terminer sur l'île de Corfou, les pieds dans l'eau, donc pour une toute autre ambiance à la fin du voyage. Alors, je vais commencer par donc, les météores. Les météores, c'est vraiment une des plus belles curiosités qu'on peut retrouver en Grèce. En fait, c'est des pitons rocheux, des formations rocheuses au sommet desquelles ont été construits des monastères. Initialement, c'était des ermites qui avaient trouvé refuge dans des grottes. Puis à partir du XVe siècle, il y a des moines qui ont commencé à investir les lieux puis à construire des monastères là, en quête d'isolement, de solitude, puis se protéger aussi des invasions. Alors c'est ça, il ne devait vraiment pas descendre souvent parce que c'était extrêmement périlleux de monter et descendre. C'était vraiment des systèmes de cordes, de ponts en bois, d'échelles, bref, extrêmement dangereux. Maintenant, évidemment, des beaux escaliers en pierre ont été taillés dans la roche pour pouvoir les visiter. Il y avait une vingtaine de monastères à l'époque. Certains sont en ruine aujourd'hui, puis on peut encore en visiter quelques-uns. Je pense qu'on peut encore en visiter 5 ou 6. Donc, il y a quelques chemins là, qui serpentent qui nous permettent de se balader puis d'aller visiter donc les météores. Donc, c'est ça. On commence le voyage en Grèce avec la visite de ce site assez époustouflant. C'est de toute façon difficile en Grèce d'imaginer un voyage sans un volet culturel. On n'a pas trop le choix d'y passer. Deuxième partie de notre voyage, donc là j'ai remis la carte, on était dans ce coin-là là, pour les météores du côté de Kalambaka. Kalambaka d'ailleurs c'est vraiment une grosse ville très très touristique. On a fait le choix de ne pas y dormir mais plutôt de rester dans un tout petit village qui est à Kastraki, donc vraiment pas très loin justement pour éviter les foules puis avoir un peu plus d'intimité, mais on est tout aussi proche des météores qu'on peut aussi rejoindre à pied.
Donc ensuite, avec un court transfert, on va direction le massif de Penne. Donc, c'est vraiment ce gros massif-là. On est vraiment dans la Grèce balkanique. On est dans la région de l'Épire, donc vraiment au nord de la Grèce. Et c'est l'une des régions d'ailleurs les plus montagneuses de Grèce. Et il y a ce qu'on appelle les agorias. Donc les agorias, là on ne voit pas avec ma petite carte, mais c'est un ensemble de 46 villages en fait, qui sont justement tous connectés par les fameux ponts dont je vous parlais, puis les sentiers qui les relient entre eux. Et en fait, Zagoria, c'est une origine slave, et Za veut dire au-delà, Goria, montagne, d'où le petit clin d'œil du nom du voyage, au-delà des montagnes, parce que c'est ici que se passe la portion donc, du trek, où l'idée, c'est vraiment de marcher de village en village. Donc, on est vraiment sur une ambiance beaucoup plus rustique, qui n'a rien à voir avec ce qu'on imagine justement de la Grèce, les Cyclades avec les maisons blanches et les dômes bleus. Là, c'est vraiment tout est fait de pierre, les maisons, les chemins, les ponts. Je veux dire, c'est vraiment plus l'ambiance des Balkans. C'est un voyage qui est moins rustique que le Monténégro, par exemple. C'est vrai que géographiquement parlant, ils sont proches, mais un peu moins rustiques dans le confort des hébergements. On dort aussi toujours en hébergement très confortable, donc dans des petites auberges. Il n'y a pas de complexe hôtelier, de gros complexes là, dans cette région. C'est vraiment des petites auberges confortables, familiales, à taille humaine. Donc, on se balade vraiment de village en village. Comme par exemple ce genre de petit hébergement ou les petites tavernes. Donc encore une fois, le midi, c'est pique-nique. Puis le soir, on apprécie les petites tavernes grecques traditionnelles. D'ailleurs, la nourriture, donc on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus rustique, comme je le disais. Ça reste que c'est la Grèce, on mange tout de même très bien, mais on n'est pas tout à fait dans le raffinement de la Crète. Il y a moins d'huile d'olive dans ce coin de pays en Grèce. Mais ils ont aussi des très bons atouts. Il semble qu'apparemment, en Épire, ils ont les meilleurs boulangers de Grèce. En tout cas, le pain pita semble être un des meilleurs. Et la feta est certainement la meilleure aussi à cet endroit du pays grâce au haut plateau. Et justement, le fait que les troupeaux peuvent être en liberté. Donc, ce qui fait une feta de meilleure qualité. Donc, on se régale aussi. Puis donc, bref, on mange beaucoup de mezzés, des grillades. Il y a des épices aussi, c'est beaucoup plus épicé. Paprika, etc., c'est une épice qu'on retrouve beaucoup. Donc, pendant le voyage, on va traverser également les gorges de Vikos. Il y a comme une guéguerre un peu en Europe avec qui est la plus profonde, grande, etc. Donc, je vous donne juste la donnée sur la gorge. Elle fait 20 km de long. Elle peut aller jusqu'à 1600 mètres de profondeur. Donc, on va la traverser. C'est une très, très belle journée, ce qui me permet de rebondir un peu sur le niveau du voyage. On le classe aussi au niveau 2. Mais si on veut se situer, par exemple, avec l'Andalousie ou la Crète, pour ceux qui connaissent déjà, il est peut-être un poil plus facile que ces autres voyages. Les journées, là, on parle entre 5-6 heures de marche, mais il y a peut-être 2-3 journées qui vont être un peu plus costauds, un petit peu plus exigeants dans le voyage. Dont la gorge de Vikos, c'est une journée vraiment où on va traverser la gorge pour aller rejoindre un autre village en arrière. Donc, c'est une longue journée de marche, en général un petit peu plus longue. Là, on va être plus dans du 7 heures de marche. Il peut faire chaud en bas de la gorge, mais on va avoir la chance de se rafraîchir dans la rivière Voidomatis, qui est très fraîche, donc même en été. Alors, ça reste que c'est un paysage vraiment très beau, une végétation super dense. Il y a à peu près 1700 plantes répertoriées dans la gorge, donc c'est très chouette. L'autre portion du voyage, donc après avoir traversé la gorge, on termine sur un autre village avant d'aller faire une petite aparté en montagne. On a les tours d'Astraka, donc c'est vraiment les tours là que vous voyez en fond de paysage. On est dans le massif du Gamila. On va y aller 2 jours, 1 nuit. En fait, on va aller rejoindre le refuge d'Astraka là qu'on voit sur les photos. Et justement, ça fait aussi partie de la journée qui sera peut-être un petit peu plus exigeante dans le voyage. On compte à peu près un petit peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif.
On change complètement de décor. Là, on est vraiment dans des paysages alpins, des prairies alpines. On peut croiser des bergers justement avec leurs troupeaux. Et le refuge, il se trouve à peu près donc, à 2000 mètres d'altitude. On est vraiment dans du refuge de montagne très traditionnel avec à peu près, je pense, un petit peu moins de 50 couchages. Les repas, évidemment, sont fournis sur place. Donc, c'est vraiment l'ambiance de montagne qu'on retrouve avec cette nuit en refuge. Là, j'ai une autre photo d'une montagne vue du ciel. On voit qu'elle est vraiment, le refuge est vraiment sur une crête. Et ce qui nous permet aussi d'aller faire une belle petite balade en après-midi pour aller rejoindre les lacs de Tracolimni qui sont à peu près à 2500 mètres d'altitude. Donc, on va pousser, se faire peut-être 1h30, 2 heures là, pour rejoindre les lacs d'altitude. Je l'ai dit, ils sont à 2500 mètres. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais 2500 mètres. Et donc, ces lacs sont vraiment impressionnants par leur situation. Il y a une légende, donc lac Dracolimni, lac des dragons. Il y a une légende derrière ça qui dit qu'apparemment deux dragons se faisaient la guerre en se jetant des pierres, ce qui aurait façonné le paysage. Mais je pense que les seuls dragons qu'on pourra voir, ce sera les tritons alpins qui peuplent la région. Et donc, après notre... Hop, je suis déjà à Corfou. Donc, après notre petite marche en montagne, ce sera donc la fin de notre trek dans les Agorias avant de rejoindre notre dernière étape du voyage avec un gros contraste pour le coup, donc direction l'île de Corfou. Là, je vous ai mis une petite carte parce que l'île de Corfou, elle est vraiment grande. C'est la plus grande île de la mer Ionienne, donc dans la Méditerranée, pour vous situer. Puis elle est vraiment à cheval entre l'Albanie et la Grèce. Il y a vraiment plusieurs reliefs. C'est quand même une île très montagneuse. Puis au nord de Corfou, c'est là qu'on retrouve vraiment toutes les montagnes. Au centre, ce sera plus des petites collines, puis plus des plaines au sud de l'île. Donc nous, on va vraiment se concentrer au nord de l'île de Corfou, justement pour aller se balader, puis admirer des beaux points de vue. Donc, il y a comme ce fort byzantin là, qu'on a la chance d'aller visiter qui offre des vues assez extraordinaires. On peut voir l'Albanie, les côtes albanaises en fait au loin. Il y aura du temps aussi pour la plage évidemment et de la détente. Et on va terminer donc le voyage par la vieille ville de Corfou qui est vraiment le joyau de l'île en fait, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, Corfou était vraiment une étape importante qui faisait vraiment le pont entre l'Occident et l'Orient. Donc, il y a énormément d'influences dans l'architecture, dans la culture, même dans la nourriture. Il y a une longue présence vénitienne en fait à Corfou, ce qui fait qu'il y a vraiment un beau mélange entre la Grèce et l'Italie. Et il y a aussi une influence française avec un passage rapide de Napoléon, une influence anglaise aussi. Donc, ce qui fait que c'est une sorte de multiculturalisme sur l'île. Alors, c'est ça, on aura le plaisir de s'y balader puis de découvrir aussi les petites spécialités culinaires de Corfou. Donc, on se plonge dans une ambiance complètement unique, très loin des Cyclades également qu'on retrouve. Et c'est ça, je pense que je suis déjà à la fin. Ouais, c'est ça, je suis rendue là. Oui, tu as dépassé ton temps, Chélie, mais c'est pas grave. Bon. Je vais dire, c'est la fièvre. Non, j'étais trop excitée. Ah ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est que j'ai demandé à tous ceux qui présentent les conférences ce soir de se limiter à 15, 16, 17 diapos. Fait qu'Ophélie a trouvé le truc. Elle en a mis 3 par diapo. Tu sais. Fait que c'est là que je sois encore plus précis quand je vais dire. Bon, je te repasse la parole, Julie. Autre destination mystère. J'en profite, on a une question pour Ophélie. Y aura-t-il d'autres départs pour la Grèce? Bonne question. On vient tout juste de lancer le départ. Donc, on s'est limité à un départ cette année, étant donné qu'il est tout nouveau, puis qu'on cherche déjà à voir un peu l'intérêt qu'il va y avoir sur ce voyage. Donc, si vous me dites que le départ est rempli d'ici la semaine prochaine, moi, je veux bien mettre un départ à l'automne. Bonne réponse. Alors, moi, je vous amène dans une photo de famille. La petite fille en rouge, c'est moi.
Derrière, c'est mon grand frère très aimable. Et nous sommes sur une petite ville côtière qui s'appelle Saint-Jean-de-Luz. Et c'était il y a quelques années à peine. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez mon accent. Mon chez-moi, c'est une région dont je suis très fière et c'est le Pays Basque. Donc, c'est ça. Le Pays Basque, je vous resitue, c'est vraiment un territoire qui est à cheval sur les Pyrénées, donc avec une petite partie en France et une partie un peu plus grande en Espagne. Si je vous montre encore plus précis, ici sur la carte, en jaune, orange et rose, ce sont les 3 provinces côté nord, donc côté français, parce qu'on ne parle pas côté français et côté espagnol, c'est le nord et le sud du Pays Basque. Donc, au nord, en jaune, orange et rose, ça fait partie du Pays Basque. Et en vert, c'est le Béarn, la région d'à côté, parce qu'on triche un petit peu. Je me suis permis de tricher dans ce voyage-là. On commence au Béarn, dans la vallée, si vous voyez ma souris, dans la vallée qui ici s'appelle la vallée d'Aspe. Et on est vraiment en plein cœur des Pyrénées qui sont très sauvages, qui sont peu fréquentées, en tout cas beaucoup moins que les Alpes, avec une utilisation encore pastorale, je vais vous en parler. Et petit à petit, dans le circuit, donc on commence au Béarn, et ensuite, on va traverser le Pays Basque, on va suivre en fait les Pyrénées pour rejoindre le bord de mer en jouant avec la frontière. Ça sera la première fois qu'on va donner ce voyage-là. Il est tellement nouveau qu'il y a des petits détails qui ne sont pas encore affichés sur le site internet, notamment le prix. Ça va venir en mars, sinon tout le reste est prêt. Dans la vallée d'Aspe, on est vraiment, ce que je vous disais, dans des grosses montagnes. Et sur cette photo, en fait, on va y passer 3 jours. On est basé dans un hébergement, puis de là, on rayonne pendant 3 jours. Et sur cette photo, ça rassemble un petit peu tout ce que j'aime, moi, dans les Pyrénées, dans ce coin-là des Pyrénées, c'est-à-dire des belles montagnes. On est autour de 2000-2500 mètres d'altitude pour les sommets qu'on voit en face. Des prairies, un lac, on peut même s'y baigner si jamais il fait chaud, et des vaches. J'aime particulièrement quand il y a des vaches dans nos randonnées, parce que ça veut dire qu'on est en montagne, 2, qu'il y a probablement du fromage pas très loin. Donc, c'est encore un voyage où on mange très bien avec des produits très locaux de la région. Et que c'est une montagne qui est habitée avec c'est ça, les bergers. On va croiser les bergers, on va croiser les gens. Ce voyage-là, en fait, c'est vraiment pour moi une sorte d'apologie de la montagne habitée, donc avec bien sûr les bergers, mais aussi toute l'histoire. Donc aujourd'hui, c'est plus utilisé pour le tourisme, mais aussi toute l'histoire. Donc on va traverser Saint-Jean-Pied-de-Port, qu'on voit ici en photo, avec le chemin de Compostelle qui traverse les Pyrénées. Nous, on va le prendre juste sur une journée, puis après on va s'en échapper pour suivre plutôt la frontière et pour suivre les Pyrénées plutôt que de les quitter. Ça serait dommage, elles sont si belles. Et toute la grande histoire avec l'émigration, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, donc le siècle dernier, les familles juives qui traversaient de la France vers l'Espagne, et quelques années après, pendant la dictature, les gens qui fuyaient la dictature de Franco, les Espagnols, et qui allaient en France, pardon. Et pour illustrer ça, en fait, excusez-moi, c'est un voyage que j'ai voulu très familial, mais pour illustrer ça, ma grand-mère, quand elle était petite, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, elle vivait dans un tout petit village, qui est le village où j'ai grandi, je vous le montrerai en photo tout à l'heure. Il y avait les Allemands dans le village qui venaient manger donc, dans les cuisines chez les gens, ils allaient manger dans les maisons. Et au grenier, il y avait les familles juives qui étaient cachées parce que la nuit, ils allaient traverser la frontière et ils allaient passer avec des passeurs. Et sa petite sœur, à ma grand-mère, un soir où il y avait donc quelques Allemands qui étaient là, quelques militaires qui étaient là et qui mangeaient, a dit « Ah, mais j'ai bien joué avec la petite fille du grenier ». Et heureusement, elle l'a dit en basque. Et comme elle l'a dit en basque, personne ne pouvait comprendre. Et c'est comme ça que j'existe. Sinon, je n'aurais pas eu d'existence, je pense. Donc, dans ce voyage-là, on va passer de village en village. La particularité, contrairement à l'Andalousie dont on a parlé tout à l'heure, c'est que les villages sont en fond de vallée. C'est des fonds de vallée donc, reliés par des petites routes. Et pour aller dans la plupart, en fait, pour éviter de marcher 2-3 heures jusqu'au point de départ des randonnées, on a des petits transferts certaines journées en véhicule jusqu'au point de départ de la randonnée.
Mais comme toujours, on est toujours dans des auberges, dans des hôtels, c'est charmant, on mange très bien. Et l'idée, c'est de dormir 1, 2 ou 3 nuits dans chacune des auberges. Comme ça, on peut faire des pauses ou juste ne pas prendre le véhicule et tout faire en boucle à la journée. Donc ici, c'est un des villages qu'on va traverser qui s'appelle Bidaray. Et on a donc des randonnées. En tout, c'est 13 jours de randonnée dans le voyage, c'est quand même beaucoup. Certaines journées sont un peu plus courtes parce qu'on va aller, par exemple, visiter les vignobles pour un vin qui s'appelle l'Irouléguy, qui est un petit village à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, on va aller visiter les vignobles, on va aller parfois visiter la conserverie avec les produits traditionnels du coin, on va aller voir les bergers. Et je fais une pause. Je vous présente un de mes cousins, Pachi. En fait, mes 2 cousins, Pachi et Antion, qui sont 2 frères, vont être les guides certifiés, parce qu'en France, il faut toujours des guides certifiés, mais des accompagnateurs en moyenne montagne. Ça va être l'un des 2 qui vont nous accompagner pour ce premier départ. Moi, je vais être aussi sur le voyage. Et ensuite, pour les autres, on a grandi dans le même village, donc avec Pachi et Antion. Ça, c'est le village justement où on a grandi. Dans les maisons qui sont en bas, là, derrière le monsieur en jaune. Et vous voyez, le Pays Basque, c'est très vert. Le Pays Basque, il fait jamais froid. Donc, en hiver, même en hiver, on peut faire des randonnées, elles sont très belles. Mais dans les Pyrénées, quand on est dans la partie plus berne, on est plus en altitude, donc il y a trop de neige, on n'y va pas en hiver. L'idéal de ce voyage-là, c'est vraiment d'y aller n'importe quand, entre mai-juin jusqu'à octobre. On pourrait même y aller en novembre. C'est très vert le Pays Basque, donc c'est peu probable que sur 2 semaines, il n'y ait pas une seule journée de pluie. Des miracles arrivent tout le temps, mais quand même, il faut prévoir une vortex parce que il faut arroser si c'est si vert que ça. Voilà. Ce que je voulais dire enfin sur ce voyage-là, donc on finit au bord de la mer, c'est que l'idée, c'est vraiment de vous amener, parce que le Pays Basque, tout le monde peut y aller, c'est relativement touristique. Les prix sont assez élevés au Pays Basque, ça fait partie de la réalité, ça va être le voyage le plus dispendieux de ce soir. Mais nous, là où on vous amène, en fait, moi, là où je vous amène, c'est vraiment aller rencontrer le cousin, un autre cousin, les familles sont grandes, qui a revalorisé l'agriculture avec les races de porcs et de brebis traditionnelles dans le village où j'ai grandi. C'est d'aller voir ma copine qui est prof d'histoire géo et qui va pouvoir nous expliquer tout ça. Bon, c'est vraiment un Pays Basque à ma manière, avec mes coups de cœur. On pourrait rester 3 mois et on n'aurait pas fait le tour de toutes les belles randonnées, donc on a dû en sélectionner. Je pourrais aussi en parler 3 heures, mais il paraît que je n'ai pas le droit. Donc voilà. Et on finit côté espagnol, juste à la frontière avec la France, à manger les pinchos, qui sont l'équivalent des tapas mais basques et qui sont particulièrement reconnus pour être très très bons, et à marcher jusqu'au bord de la mer pour aller mettre les pieds dans l'eau de l'océan Atlantique. Et il faut savoir que les Basques étaient des chasseurs, mais aussi des pêcheurs, et que les Basques sont venus à l'époque jusqu'au Québec. C'est pour ça qu'il y a l'île aux Basques au Québec, quand ils chassaient la baleine autrefois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci, Julie. C'est franchement très sympathique d'avoir. Ça fait des années qu'on demande à Julie de nous faire un voyage dans son coin de pays. Donc, il a fallu qu'elle déménage au Colorado pour nous ramener en France. Ça m'a donné le goût aussi de faire un voyage sur mes terres natales. Donc, il va y avoir un voyage à Ville-la-Salle. Ça va être très excitant. OK, je passe la parole à FX qui va nous parler d'un autre endroit. FX, c'est le dernier arrivé, mais ce n'est pas le dernier en expérience chez les caravaniers. Donc, à la faveur de la pandémie, on a quand même eu des choses fort positives. Donc, François-Xavier va nous parler d'un autre endroit, puis après, je reviens pour vous parler d'un dernier voyage, et puis ça va être terminé. Donc, à toi, François-Xavier. On ne t'entend pas, FX. Je connecte mes oreilles. Voyez-vous bien la photo, non? Non, on voit l'autre écran. Oh là 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 là, OK. Il fallait qu'il y ait une défaillance technique. Ça tombe sur moi ce soir. Donc, attendez 2 secondes. Je panique un peu. C'était écrit 2 de 84. Là. Comme je vous avais donné 15 diapos, là,
Tu me connais, Richard, je pars mon minuteur 15 minutes. Donc, soyez attentifs, les photos vont passer vite. Alors, moi, la photo qui m'a... Voyez-vous bien, là, tout est beau? La photo qui m'a marqué, l'image qui m'a marqué aux Canaries, parce que là, on est aux Canaries, c'est le Mont Teide. Étant montagnard, grimpeur de nature plutôt que randonneur, eh bien, c'est sûr qu'un sommet comme ça me surprit, surtout sur une petite archipel au milieu de l'Atlantique. Donc, le Mont Teide, en plus, on est en Espagne, évidemment, aux Canaries, eh bien, c'est le point culminant de l'Espagne, 3715 mètres. Et c'est ce qui a attiré mon attention au départ lorsque il a Tu fallu... mets des photos, FX. C'est sympathique à voir, mais vas-tu mettre des photos bientôt? OK, excusez. Ouais, non, mais je dis ça comme ça, là, tu sais. Attends. Excusez-moi 2 secondes. Ça semble que le partage d'écran ne fonctionne pas. OK. C'est toi qui nous as montré à utiliser ça, les webinaires, là. Mais, OK, donc faites du small talk 2 secondes. Je vais... Je peux faire mon dernier voyage. OK. Donc, partage d'écran, s'il vous plaît. Ça allait bien, là? Tantôt, tu as réussi à faire quelque chose, là? OK. Voyez-vous Là, bien? on voit ça. Et... Pas ton diaporama. Non. Je ne sais pas pourquoi. Je travaille avec 2 écrans, c'est un peu... Bon. Veux-tu que je passe à la mienne puis tu essayes de trouver ça pendant que je fais ça? Oui, attendez. Dernier coup. OK. Donc, voyez-vous ça maintenant? Là, je pense qu'on voit le Mont Teide. Oui, je pense que oui. Là. Parfait, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, ne plus travailler avec 2 écrans. Alors, bon, tout ce que je vous ai dit, c'est inspiré par cette photo. Donc, les Canaries, si on les géositue un petit peu plus, c'est une archipel, en fait, de 8 îles qui appartient à l'Espagne, qui est située à l'ouest du Sahara. Donc, cet archipel-là a, en fait, diverses influences, disons, mix de cultures par le fait qu'ils étaient et sont toujours très bien situés au niveau du commerce triangulaire de l'époque. On parle du 16e, 17e, 18e siècle, entre l'Amérique, les métropoles européennes et le continent africain. Donc, on va retrouver vraiment aujourd'hui cette ambiance-là, teintée des cultures très balnéaires, relaxes, insulaires, qu'on peut retrouver autant, évidemment, sur les îles Canaries, mais en Amérique du Sud en particulier, et aussi sur le climat et l'ambiance africain un peu. Donc, c'est vraiment un très beau mélange culturel et aussi européen, évidemment. Et c'est ce qu'on va explorer pendant 12 jours aux îles Canaries. Le voyage est ciblé sur 2 îles en particulier, donc l'île de Tenerife et l'île de La Gomera. Donc, c'est les îles qui nous intéressent. On pourrait aller sur plein d'autres îles. On a, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2021, fait une trilogie insulaire en voulant aller sur La Palma, mais les activités volcaniques en ont voulu différemment, on a voulu autrement et on s'est concentré. Donc, on a changé de nom pour trilogie volcanique du fait que ces îles sont purement la création de l'activité géologique et c'est ce qui a fasciné et façonné le paysage et ce qui nous intéresse principalement. Donc, on va aller dans différents endroits des îles. La beauté de ce trek-là, c'est que par le fait que oui, il y a une activité volcanique, mais aussi des courants marins particuliers, entre autres les alizés qui arrivent du nord, qui tempèrent beaucoup le climat des Canaries, et la calima, donc qui est un climat et un vent qui vient de l'est, qui vient du Sahara, donc un vent chaud, va faire en sorte que sur cette île, il y aura plusieurs petits microcosmes, petits écosystèmes qui vont faire que la palette de couleurs est très diversifiée, même si géographiquement, c'est très petit. Donc, un volet du voyage, mais aussi le fait qu'on est en trek
souvent à partir de camps de base. Donc, c'est-à-dire, moi, j'appelle ça des camps de base, mais c'est mon petit côté montagnard, là, mais on se pose dans des villages. On a des hébergements très sympas, comme je décrirai plus tard, et on rayonne à partir de là. Mais le fait que c'est habité, le fait qu'il y ait beaucoup de population un peu éparpillée dans ce massif de montagnes-là, ben, on passe souvent de village en village, on passe par des cœurs de villages comme ici. Donc, l'âme canarienne est présente à tous les jours. Et c'est vraiment une réelle plus-value par rapport au voyage. Et si j'ai pris cette image-là parce que, et pour revenir à ce que je disais, pour avoir voyagé beaucoup en Amérique centrale et en Amérique du Sud, j'ai retrouvé cette âme-là, cette onde ou cette buena onda qu'on retrouve dans l'Amérique du Sud, aux Canaries, mais mélangée avec l'Europe plus moderne et avec le beat ou le rythme africain. Donc, vraiment, les Canaries, c'est un super mix culturel qui est à découvrir. Toujours par rapport au climat, donc, on parlait tantôt de alizé, frais, les inversions thermiques qu'on trouve sur les îles, etc., comme on voit ici. Donc, on peut voir que sur les îles des Canaries, il y a plusieurs petits écosystèmes et des fois, si je reviens sur la photo précédente, des écosystèmes très ciblés où on voit une délimitation très précise entre les courants secs et les courants humides. Donc, vraiment, selon la géographie, le relief des îles, ça peut être vraiment coupé au couteau. Et c'est ce qui fait que le paysage est vraiment diversifié pendant tout le voyage. On se pose dans des villages sympathiques. Là, j'arrive sur l'île de La Gomera, là, qui en soi, je trouve, l'île la plus intéressante puisque, bon, historiquement, elle a évolué de manière indépendante, en autarcie, et elle a développé sa propre culture. Donc, c'est une très petite île, très faible population, quelques villages-villes on peut se poser, entre autres comme à Goulot. On aura aussi un petit peu plus tard Chapoudé. Et ces îles-là, ces villages-là sont vraiment des petits joyaux dans lesquels on va essayer de s'immiscer, essayer d'approfondir les liens. Je le présenterai plus tard, mais on a présenté dans les voyages précédents nos guides locaux. Ben, ici, c'est Claudio. Donc, Claudio, c'est un Italien d'origine. Ça fait 20 ans et plus là, qu'il vit aux îles Canaries. Il a rencontré la femme de sa vie là-bas et tout, et puis il a épousé la culture. Et puis Claudio, par sa personnalité, par son extravagance aussi, peut-être un peu italienne, sans tomber dans les clichés, connaît tout le monde. Et tout le monde le reconnaît. Et ça fait que tous les portes s'ouvrent à nous quand on voyage dans nos groupes. Et à mon avis, c'est la principale valeur de ce voyage. C'est le fait qu'on vous rentre dans des micro-milieux. On est vraiment, en fait, dans l'univers de Claudio, dans notre univers aussi, parce que c'est un mélange, la création de ce voyage. Mais on franchit pas mal plus les limites qu'on l'aurait fait si on était en simple voyage touristique. Donc, c'est, à mon avis, la plus belle chose qu'on a sur les Canaries. Au niveau des treks, ben, c'est très diversifié. Donc, on a plusieurs... C'est un voyage qui est catégorie Dolce Vita, donc au niveau du confort. Au niveau de l'effort, on l'a mis 2, puisque, bon, il y a certaines journées qui ont des bons dénivelés, il y a certaines journées où c'est un terrain un petit peu plus capricieux. On a le Mont Taïdé que je vais discuter un peu plus tard, mais ça reste quand même accessible. Ça reste des journées qui sont à 5-6 heures par jour, où justement, ça nous permet, oui, d'explorer à pied, mais aussi d'avoir du temps pour faire un peu la ferniante dans les villages, aller le temps d'aller à la plage. On a plusieurs possibilités de création du moment qu'on fait entre nous. Et le trekking reste quand même le filon conducteur de ce voyage. Voilà. Donc, je parlais qu'à la fin des journées, on peut faire ce qu'on veut. En fait, c'est que la formule de ce voyage, c'est que moi et Claudio, ou la guide, éventuellement Julie, le fera au mois d'avril, nous permet d'y aller au gré du moment des gens. Donc, si, par exemple, on finit une rando et ça nous donne le temps et le goût d'aller à la plage, bien, on y va. Tout simplement, on prend la voiture, on s'y rend.
Et si ça nous tente d'aller visiter un village ou d'aller un peu plus loin ou d'aller prendre l'apéro sur une terrasse que les gens, que Claudio connaît, ben, on y va aussi. Donc, on a cette flexibilité-là, ces possibilités-là. Sur la Gomera, quand je parlais de clash un peu de type de climat ou d'ambiance, de couleur, ben, il y a quelques endroits comme ça, ici, la forêt de Guajajonay, qui sont de véritables oasis. Par le fait des inversions thermiques, des courants, etc., permettent de concentrer l'humidité et d'avoir littéralement des forêts pluviales quasiment. Donc, on est vraiment dans une palette de couleurs complètement verdâtre et qui nous change de l'environnement volcanique qu'on aura eu sur Tenerife ou dans certains coins de la Gomera. Voilà. Donc, je pense en image un peu les palettes de couleurs qu'on trouve sur la Gomera. Donc, l'idée de ça, c'est que la Gomera du nord est très verdoyante, au sud, très sec. Donc, on se pose à Goulot au nord, à Chapoudé au sud, pour justement explorer toutes ces palettes de couleurs. Voilà. Excusez, c'est le télétravail en ce moment. Je suis un petit peu déconcentré. Donc, voilà. Et le côté colonial, le côté historique du pays, ben, des îles est intéressant. On parle le fait de quelques villes, entre autres. On aura San Cristobal de la Laguna, on aura San Sebastián ici sur la Gomera, qui nous permet de toucher un peu à l'Europe coloniale, à l'Espagne coloniale. Donc, ça sera un volet intéressant aussi du voyage, sans oublier tout le côté plage, malgré qu'on n'y porte pas une grosse attention. Parce que le côté plage, hein, bref, ce n'est pas la vocation fondamentale de caravanier, mais si après une journée chaude, hein, où la calima nous aura fouetté la figure, eh bien, pourquoi pas aller 1 heure, 2 heures à la plage en fin de journée sans problème. On termine le voyage en retournant finalement à Tenerife, dans le village de Villaflor. Donc, on est perché dans les montagnes, on est au pied du parc national du Mont Teide, qui est le fameux sommet, point culminant de l'île et de l'Espagne. Attendez, là, je vais vous demander un petit... Voilà. Donc, le Mont Teide qu'on voit comme un défi, hein, ça sera le trek le plus engageant de ce voyage en particulier. Mais pour nous, ce n'est pas nécessairement l'absolu. Tu sais, c'est qu'on le fait parce qu'il est là, on le fait parce que c'est intéressant d'en faire la randonnée, mais ce n'est pas dans l'esprit fondamental. Si on veut, on propose des alternatives. Mais j'invite et j'encourage fortement tout le monde, même si vous n'avez pas nécessairement un gros background de montagne, à essayer cette ascension-là, qui se fait principalement de nuit pour arriver au lever du soleil sur le point culminant de l'Espagne, avec ce cône sommital, cette ombre qui se crée autour de 7 heures le matin, un petit peu plus tard, et qui offre un spectacle incroyable dans un volcan encore actif aujourd'hui et qui nous offre un lever de soleil époustouflant. Donc, ça sera un peu l'accomplissement géographique du voyage sur l'archipel des Canaries. Donc, pour finir, donc, la logistique, donc, je travaille avec voici Claudio, donc j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est une longue histoire avec lui, pré-caravanier, je nommerai pas de nom, mais c'est un lien que j'ai créé avec lui au fil des années. Et puis, à chaque fois que j'ai pu faire le voyage à destination, on se disait, merde, OK, ça c'est cool, mais comment on peut faire mieux? Comment on peut faire mieux? On est tout le temps dans cet esprit-là pour arriver à un 12 jours super concentré, super, à mon avis, à notre vision des choses. Et voilà, donc avec Claudio, c'est vraiment, on fait la paire, on fait toutes les réservations, on fait toute la conduite avec les véhicules qu'on a sur place. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. On vous amène dans des endroits qui sont à valeur familiale, des liens amicaux avec Claudio, etc. Donc, autant au niveau de la restauration, où on essaie de rester vraiment dans l'esprit gomérien ou ténérifien. On est super local. On ne dit même pas canarien. C'est vraiment géolocalisé au niveau des îles. On se concentre dans l'expérience locale.
tant au niveau des bières aussi que des vins qu'on produit là-bas, donc sur des sols volcaniques, certains vins blancs qui sont super intéressants. Donc, il y a un petit côté épicurien, évidemment. Petit passé cuisinier de mon bar qui fait que j'oriente souvent les voyages avec cette perspective-là. Mais Claudio vient de Bologne en Italie. Donc, pour moi, on parle le même langage. Okay? Donc, c'est la capitale de la gastronomie italienne, Bologne, by the way. Donc, on est vraiment des épicuriens actifs, disons-le comme ça. Et on vous amène aussi dans des endroits, des hébergements qui sont à temps. C'est tout tenu par des familles, des intérêts très locaux. Et les hébergements sont de taille moyenne ou petite. C'est soit des hôtels, comme on le voit ici, ou des appartements, ce qu'on appelle l'appartement rural aux Canaries. Donc, ça peut être des hébergements qui ont 2 chambres dans un appart ou à peu près. Là. Donc, c'est vraiment ce type d'hébergement-là, très propre, mais quand même basique sur des standards européens. Là. Voilà, puis des fois, ça offre des terrasses très intéressantes. Alors, voilà un peu pour l'hébergement, la bouffe, etc. Donc, 2 départs, 4 avril, qui est confirmé et quasi complet, et le 4 juillet, cet été. On dit juillet, ça peut vous apparaître un peu contradictoire par rapport au fait de voyager l'été, mais les Canaries offrent un climat toujours tempéré, modéré, donc ça fait en sorte que c'est peut-être pas si frappant que ça pendant l'été au niveau de la chaleur. Et on aura certainement un départ à l'automne, mais ce n'est pas encore dévoilé. On laisse aller ces 2 départs-là, puis on s'en reparlera éventuellement. Donc voilà pour les Canaries. Merci de m'avoir écouté. Puis vive le télétravail. C'était très distrayant de te voir te contrôler comme ça avec le téléphone, la lampe, les enfants et tout. C'était quand même, on va le garder celui-là. On va le garder, mettez-le dans les archives, on en rira dans quelques années. C'est un bon défi. Bon, j'enchaîne à mon tour de terminer ça. D'accord. Bon, terminé si on était à Côte-Nord. Alors, on vous a parlé de tous ces endroits-là, sauf un. Mais juste avant de terminer, je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'on a beaucoup de conférences dans les 2 mois qui viennent, c'est-à-dire février et mars. La semaine prochaine, il y a un voyage au Japon. Et puis, celui-là, c'est vraiment un voyage nouveau. Puis, c'est certain que si le côté peut-être plus confortable et tout de l'Europe vous attire, bien, le Japon peut faire partie de ça. C'est des bonnes marches et tout. C'est FX qui va le présenter. Au Maroc, on a plein de voyages, donc des voyages plus engagés et plus confortables. Et puis après, on a divisé un peu nos présentations des treks engagés. Ne vous sous-estimez pas. Des fois, les gens se disent « Ah non, moi, je suis juste capable de faire des voyages en Europe, dans des endroits faciles et tout. » D'abord, nos circuits, il y a quand même des sacrées bonnes journées. Puis après, j'ai toujours trouvé ça dommage que les gens se limitent sur l'hébergement, c'est-à-dire je ne verrai pas l'Himalaya ou le Népal parce qu'il y a du camping. Bien, sachez qu'on a des voyages comme le pays Sherpa, par exemple. On vous fournit des super matelas, c'est des grandes tentes. Bien sûr, ce n'est pas le confort de la petite auberge, mais quand même, si vous voulez voir les plus hautes et franchement les montagnes les plus impressionnantes du monde, bien, ça vaut la peine de au moins assister aux conférences puis nous poser des questions. Fait qu'il y a peut-être des gens qui sont amateurs de d'autres, mais il y a un horaire assez intéressant de présentation dans les prochaines semaines. Alors, la photo qui devrait dire un peu tout sur un voyage. En fait, là, je vous présente un voyage qui est vraiment pas intéressant, qu'on essaye de ne pas vendre beaucoup parce qu'ils sont toujours pleins puis on déborde, puis on essaye. Donc, je vais essayer de ne pas le rendre trop intéressant, mais je ne vais peut-être pas réussir. À chaque fois que j'arrive à cet endroit-là, je dis, parce que je le guide souvent, je dis aux gens, si je devais prendre ma retraite et devenir aubergiste, ben c'est à cet endroit-là, cette petite taverne-là avec une terrasse qui surplombe la mer. L'eau est belle, l'eau est chaude. On est à un endroit qui s'appelle la plage de marbre, la roche que vous voyez là. On peut aller se baigner, il y a des grottes à l'intérieur.
vous devinez peut-être en Crète. Alors, la Crète est un voyage qu'on fait depuis Caravani a 22 ans, fait que ça fait 20, 21 ans. Donc, on est dans la partie ouest de cette île-là, qui est c'est la troisième plus grande île de Méditerranée, la Sicile, la Corse et la Crète. Et puis, on va vraiment rester dans la portion non touristique. Vous voyez ici, bon, à Hania, la Canée, qui est vénitien, et puis on va atterrir là, et après on va aller tout de suite dans les montagnes, ici, où il y a, vous voyez avec mon curseur, très peu de routes, d'où l'intérêt du voyage. Alors, on atterrit à Hania, qui, à mon avis, est une des villes les plus intéressantes où séjourner. Moi, j'arrive toujours là 4, 5, 6 jours à l'avance pour réviser mes notes, relire sur l'histoire et surtout profiter. C'est une ville vénitienne, mais les Turcs sont passés, les Ottomans, les Romains, les Byzantins, tout le monde est passé par la Crète à cause de sa position en Méditerranée. Les Égyptiens, les Phéniciens, il y a une histoire folle. C'est une magnifique petite ville qu'on va prendre quand même une journée pour visiter. Avant de partir, coucher de soleil magnifique, avant de partir vers le sud de l'île, donc on est à peine à 100 km de la Libye. On est dans évidemment, il y a 325 jours de soleil, hein, donc c'est un endroit emmerdant, franchement, il fait toujours beau. Et puis, donc on part marcher pendant 12 jours où on ne prendra aucun transport. C'est quelquefois impressionnant, c'est encore une fois. Alors, on marche sur le bord de la mer. Le titre n'est pas très original. Histoire, mer, montagne, puis on a ajouté gastronomie. C'est un endroit, on dit qu'il y a une centaine de gorges en Crète. Je le crois volontiers. On va en faire quand même 3, Aradena, Samaria, et puis une autre à Irini. Donc, c'est extrêmement spectaculaire. Puis on a ça fait, comme je vous dis, ça fait 20 ans qu'on travaille cet itinéraire-là, puis on est vraiment arrivé à quelque chose de... On a vraiment pensé à notre affaire. Parce qu'il peut faire effectivement très chaud en Crète, donc vous devinez qu'on va... Vous devinez pas, mais je vous le dis, on va monter... Quand on va atteindre les plateaux, on va monter par la gorge, donc on va être à l'ombre, et quand on va vouloir rejoindre la mer et être exposé au soleil, on va descendre par les flancs de montagne. Donc l'effort se fait souvent dans l'ombre et plus au frais. Et puis après, on redescend, puis on va se baigner presque à tous les 2 ou 3 jours. Donc, gorge de Samaria, peut-être que des gens qui ont lu un peu sur la Crète, c'est l'endroit le plus connu et touristique, mais juste une petite twist comme ça, il y a jusqu'à 1000, 1500 personnes par jour qui la descendent, ben nous, on va la monter. Alors, est-ce qu'on est fou? Ben, c'est beau, la folie quand même. Donc, ce n'est pas si difficile que ça. Oui, c'est la journée la plus exigeante. C'est 1200 mètres de montée, une vingtaine de kilomètres de marche, mais ça se fait très bien parce que le sentier est facile. Mais l'avantage de ça, c'est que vous devinez que pendant que les gens descendent, nous, on commence à monter, on est tout seul. Et puis, vers midi à peu près, quand on croise la foule, parce qu'ils sont tous descendus tout le monde fait la même chose, hein? Ils se font débarquer en autobus. Nous, on se tasse, on dîne, on prend notre temps pour dîner, on les laisse tous passer et après, on continue la montée, ce qui fait que pour l'après-midi, on est encore tout seul. C'est merveilleux. Je reviens. C'est une île rocailleuse. Vous devinez, avec les genévriers ici, des arbres, il y a plein d'arbres qui ont 1000, 2000 ans en Crète, hein? Donc c'est le pays de l'olive, notamment, le genévrier ici. Alors, si vous n'aimez pas les roches, c'est peut-être pas les bons endroits où marcher. Alors, ça use les bottes. C'est des randonnées qui sont raisonnables parce qu'il fait toujours beau. Mais c'est quand même des bonnes randonnées assez exigeantes. Tout le niveau 2 quand même, mais le grand confort des hébergements. Ça, c'est extrêmement classique. C'est plus une anecdote que on connaît beaucoup les salades grecques, bien sûr. Mais bien au-delà de ça, la Crète, vous savez, le régime méditerranéen est supposé être le plus sain au monde. Mais dans tout ça, le mieux, c'est le régime crétois. Les Crétois vont consommer entre 40 et 45 litres d'huile d'olive par personne par année. C'est presque 1 litre par semaine. Je vous assure que c'est vrai.
tout baigne dans l'huile. Si vous n'aimez pas l'huile d'olive, peut-être que ce n'est pas la meilleure des destinations, mais vous allez manger de l'agneau, vous allez manger du poisson, vous allez manger beaucoup de légumes. Évidemment, c'est très frais. Quelqu'un qui n'aimerait pas la nourriture en Crète, je suis désolé, mais ce n'est pas d'un voyage dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une autre sorte de service qu'on ne peut pas vous offrir. C'est un pays de montagne, la Crète, hein, comme la Corse, par exemple, comme la Sardaigne. C'est une île, mais c'est d'abord, les gens sont d'abord des montagnards avant d'être des pêcheurs. Alors, on va vraiment, comme Julie vous expliquait souvent dans nos voyages de Dolce Vita, on est 2 jours au même hébergement. Alors, c'est systématiquement 2 jours au même hébergement. On est sur le bord de la mer, on monte en montagne, on revient à la mer, on retourne en montagne. On peut se baigner. L'eau, elle est chaude. À l'automne, elle est très chaude. Au printemps, elle est très correcte, très baignable, mais un peu moins chaude. L'avantage du printemps, par exemple, c'est que les vallées et les gorges sont en fleurs. C'est vraiment magnifique. Donc, les deux ont leurs avantages. Puis, au printemps, il y a quand même beaucoup moins de touristes. Il y a un endroit, vous devinez, ici, c'est une petite église du 11e siècle qui a été construite en l'honneur de Saint-Paul, parce que, soit en passant, Saint-Paul, c'est lui le responsable du christianisme, parce que s'il n'était pas passé, on ne connaîtrait pas Jésus aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne affaire ou pas, mais bon. Et puis, donc, on sait qu'il a mis les pieds sur cette plage-là pour partir évangéliser l'Afrique. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme il voulait, mais on a construit une église à cet endroit-là. Les hébergements dans nos voyages Dolce Vita sont toujours intéressants. Alors, on les choisit dans ces petits endroits-là. On va passer dans des villages assez souvent, mais on va préférer marcher encore un 15-20 minutes, une demi-heure de plus pour se retrouver dans ces petites baies-là et être vraiment très, très tranquille. Donc, vous voyez ici un de nos hébergements. Je pense que c'est le plus gros, soit dit en passant, cette espèce de petit hôtel-là où il y a peut-être une vingtaine de chambres. C'est le plus gros qu'on va avoir. Le clou, je dirais, c'est le voyage ne tourne pas autour de cet endroit-là, mais un peu quand même. On a une belle histoire avec cette bergerie-là qui, il y a une 22 ans, où j'étais parti en repérage. À un moment donné, je suis arrivé là. Et puis, c'était le père de ceux qui le tiennent maintenant qui avait cet endroit-là, qui offrait des lits et qui voulait laisser tomber. Et puis, donc, avec les fils qui avaient mon âge, je leur disais, écoute, c'est trop merveilleux, on est en montagne et on va partir faire des randonnées. Donc, avec le temps, puis nous, moi, je lui disais, écoute, nous, on t'amène quelques groupes par année, fait que ça te fait quand même un revenu d'appoint. Si bien que Andonis, ici, qui est vraiment un berger, hein, donc il y a ses moutons, ses chèvres, il y a ses abeilles, donc il fait son yogourt, il fait son miel, c'est évidemment sa viande qu'on va manger. Donc, on va passer 3 nuits chez lui. Et c'est toujours le clou du voyage. Donc, depuis le temps, il a construit des petites maisonnettes comme ça, respecte le site architectural, le style architectural. Donc, c'est des chambres pour 2 ou même pour 3. C'est magnifique. On est en montagne, c'est frais. On mange, c'est sa femme qui cuisine. On mange merveilleusement bien et c'est des images et c'est ce que vous avez quand vous ouvrez les volets de votre chambre. On a toujours, il y a de la place pour 10 ou 12 personnes. Donc, on a toujours l'endroit pour nous tout seuls. Des fois, il y a des gens. Des fois, on invite des musiciens en plus. Alors, mais ça, c'est une surprise, fait que vous ne le savez pas. Donc, voilà pour la Crète. Et puis, je vous disais que l'eau était belle pour se baigner. Donc, mais je vous dis, là, c'est pas un voyage super intéressant. Inscrivez-vous pas trop. Ça déborde les inscriptions, fait qu'on n'a plus beaucoup de place. Mais je fais des blagues avec ça, mais c'est vrai que le voyage de mai est complet. On a sorti une nouvelle date en avril, donc on avance une date. Il commence à avoir des inscriptions. Avec les nouvelles de déconfinement, je pense que ça va se compléter rapidement. On a annulé juste au printemps 2020, quand toute cette histoire-là a commencé. On avait 4 groupes complets. Donc là, on a des gens qui veulent s'inscrire. C'est pas, je ne vous dirais pas que c'est le voyage le plus intéressant des 6 qu'on vous a présentés. Ils ont chacun leur particularité. Monténégro, c'est certainement le plus surprenant, mais le plus rustique.
La Grèce continentale, il y a un côté, les météores que j'ai vus, ces monastères-là au sommet des pics rocheux sont un des endroits les plus hallucinants que j'ai vus. Puis la marche dans les montagnes est franchement intéressante. Du côté des Canaries, vous avez évidemment le côté volcanique qui est franchement différent de tout ce qu'on a vu à date. Puis les îles, c'est toujours intéressant. L'Andalousie, j'ai fait le repérage et puis je me suis franchement amusé là. On monte très haut, les villages, les petits villages blancs. Julie vous parlait de Ferrerola où on va passer 3 nuits. C'est l'équivalent de la bergerie que je viens de vous parler présentement. Puis le Pays basque, ben, il y a Julie. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais bon, elle nous a convaincus. Puis il y aura évidemment le voyage à Ville-la-Salle qui s'en viendra dans les prochains mois. Alors voilà, ça termine la présentation pour ce soir. Je vois qu'il y a des questions. Attendez un peu. Non, je pense que c'est nous qui écrivions des choses. Merci pour votre sympathie. Ça, c'est FX qui disait qu'on était sympathique. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bon, voilà. Est-ce qu'on a des choses à ajouter? Ophélie, Julie, FX, est-ce qu'on veut dire des choses de plus? Non. Moi, j'ai une petite remarque. J'ai vu dans la liste des participants qu'il y en a plusieurs qui ont déjà voyagé avec nous et il y en a beaucoup qui sont déjà allés en Crète. Si on a pensé à tous ces autres voyages-là, c'est dans le même esprit que la Crète. Donc, si la Crète vous a plu, vous pouvez y aller les yeux fermés sur n'importe lequel des autres voyages en connaissant les particularités, là. Mais si la Crète vous a plu, les autres vont vous plaire aussi. C'est très vrai parce que c'est vrai que le voyage en Crète a été le premier de cette série-là. Et on a un peu développé les autres sur le même modèle. La Sardaigne aussi, mais qu'on ne fera pas cette année pour des raisons logistiques, mais qui va revenir. Donc, ils ont vraiment été développés sur le même modèle. Même le Monténégro, où on pousse un peu plus loin, et où la différence, c'est peut-être le confort des hébergements, mais les randonnées ne sont pas plus difficiles que la Crète. Donc, si ça vous intéresse, ne vous dites pas « Ah, ça ne va pas être confortable, ça va être difficile. » Les images sont impressionnantes. C'est sommet-là enneigé, mais les randonnées que j'ai choisies ne sont pas plus difficiles. C'est vraiment, ça s'adresse aux mêmes personnes. Il y avait une autre question ici. On nous pose la question si les voyages comprennent l'avion. Non, l'avion est à part. Pour plein de raisons. Là, c'est une valeur qui fluctue énormément. Donc, il est possible de nous rencontrer sur place, évidemment. Donc, on vous fixera alors une journée et une tranche d'heure et un lieu. Donc, c'est simple au niveau de notre logistique. Souvent, les gens, vu que c'est en Europe, vont prolonger leur voyage aussi. Donc, on peut vous aider pour l'avion, évidemment. On suggère, moi, j'aime bien suggérer aux gens de prolonger après le voyage parce qu'après avoir fait 2 semaines dans l'endroit, ils deviennent familiers un peu et tout. Puis c'est plus facile de voyager après tout seul que de le faire avant. Mais à votre choix, évidemment, on vous donne un lieu de rendez-vous. Voilà. Écoutez, sur ça, je vous remercie. Il y a encore plein de conférences. Le Japon la semaine prochaine, on est dans une autre ambiance complètement différente. Nouveau voyage. On est bien content de ce voyage-là. Et puis, merci et bonne. Je vous souhaite plein de voyages dans les prochains mois. En fait, je nous souhaite à nous autres aussi parce que j'ai bien hâte de repartir personnellement. Julie, tu t'en vas dans les Canaries, tu t'en vas dans les Pays basques? Ouais. Voilà, d'abord, la première étape, le Pays basque, ça va me permettre de finaliser justement les petits détails qui manquent, dont le prix. Et puis, avec un peu de chance, les Canaries, si tout va bien. Bon, FX, tu vas guider quoi, là? Tu t'en vas guider Montgrou, tu t'en vas en ski, là, mais après ça, tu t'en vas où? Non, moi, le climat confortable des Canaries, c'est trop pour moi, donc je préfère les Montgrou à moins 20. Donc, c'est départ le 26 mars, si jamais ça... Bon. Voilà. Ophélie, tu t'en vas regrimper le Kilimandjaro, c'est ça, non? Non, moi je pars au Maroc en avril. Ah, c'est vrai, tu t'en vas au Maroc. Ah oui, OK. Bon, OK. Bon, moi, je ne sais pas encore, là, j'hésite, là. Certainement le Népal au courant de l'année, mais fort probablement la Crète aussi.
puis aller faire un petit tour avec Alice pour le premier voyage en Grèce continentale, qui a l'air super le fun. Alice, on la connaît quand même depuis un bout de temps, là. Puis moi, je suis guidé en Crète, un des rares voyages qu'on a refait depuis 2 ans, au mois d'octobre. Donc, j'ai rencontré Alice là-bas et puis on a bien établi les paramètres du voyage. Alors, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Merci. Ça marche. Bye bye.